question était, comment fait-on pour développer la force de la volonté? Donc vous avez tous donné de très bonnes réponses, mais on a oublié un élément. Pour pouvoir savoir comment je développe quelque chose, il faut que je sache à quoi me sert cette chose-là. Donc quand je dis je veux développer la force de ma volonté, quel est le but recherché d'en avoir une grande volonté? C'est atteindre nos objectifs. Bonne réponse. Est-ce que vous pouvez me donner un mot plus simple? Plus simple. Plus simple. Bonne réponse. Plus simple. Plus simple. Atteindre nos objectifs. Réussir. Ah, pas mal. Et donc en vérité, le but d'une grande force de volonté est la victoire. Et la victoire. C'est ça le but d'avoir une force de la volonté. C'est la victoire. Comment, donc en vérité, donc la question, elle était faite d'une manière où il fallait y réfléchir mieux. Donc en vérité, comment on fait pour développer... Ah, c'est dommage, vous n'étiez pas là au moment de la question. On aurait bien voulu avoir votre avis. Donc la question a été, comment on développe la volonté, la force de la volonté. Donc on a dit déjà, pratique, discipline et tout ça. Mais le problème, c'est que la pratique et tout, donc en vérité, il faut avoir un but, pas un but précis, parce que le but, il est de développer la volonté. Il faudrait avoir un but, c'est-à-dire une manière, une technique, en tout cas quelque chose de très très précis. Et donc en vérité, on a répondu que la chose suivante. Quel est le but recherché d'avoir une bonne volonté? Donc on a répondu. Donc le but recherché, c'est quoi? C'est obtenir des résultats. Quand quelqu'un il a une grande volonté, c'est quoi le but d'avoir une grande volonté? C'est crier plus fort. C'est pas ça le but. Le but, c'est d'obtenir des résultats. Donc les résultats, on va les traduire par réussite. Les résultats, on va les traduire par un mot qui est simple, victoire. C'est ça une résultat. Ok? Donc si maintenant j'ai pas de but, donc en fin de compte c'est pas une victoire, c'est rien du tout, c'est juste la vie. Mais si maintenant j'ai un but, en atteignant le but, donc atteindre le but, c'est une victoire. Donc quand vous avez dit la discipline, oui, bien sûr la discipline fait partie des choses qui développent la volonté, mais la discipline à obtenir des victoires. Cela veut dire qu'on ne peut développer réellement la force de notre volonté en étant juste discipliné. Parce que la discipline, bien évidemment, sans but ultime, ça devient de la rigueur, ça devient de la dureté, ça devient de la rigidité, ça devient de l'immobilisme presque. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, derrière cette discipline-là, mon objectif réel, il est pas bien défini. Et même quand mon objectif il est défini, si par exemple il est trop grand, donc je n'ai pas assez de puissance pour l'atteindre, donc en vérité automatiquement je ne l'atteindrai pas, ou ma force, ma volonté est trop basse par rapport à mon objectif, et en fin de compte peut-être tout simplement que j'ai un très grand objectif, très grande ambition, mais j'ai très peu de koach haratzon, de force de la volonté. Et donc du fait que je n'ai pas de force de volonté, je ne peux obtenir rien du tout. Donc en vérité, un athlète complet, moi souvent je me posais des questions, comment ça se fait que les boxeurs, ils courent, ils font beaucoup de kilomètres d'entraînement? Parce qu'en fin de compte, on me dit l'endurance. Mais je n'ai pas besoin d'endurance, j'ai besoin de bien savoir taper. Oui, mais le problème, c'est que tout ça, ça demande beaucoup de souffle. Donc si une partie de ton entraînement, si ton entraînement c'est juste bien savoir se battre, très bien. Mais imagine maintenant tu tapes sur quelqu'un qui va te faire durer le combat 1 minute, 2 minutes, 3 minutes de plus. Et 3 minutes de combat, c'est énorme. Donc tu n'auras pas assez d'endurance. Donc le fait que tu n'auras pas assez de souffle va t'empêcher de pouvoir utiliser tes techniques de combat. Parce que tu n'auras pas assez de souffle, tu n'auras pas assez d'énergie pour pouvoir utiliser tes techniques de combat. Donc en vérité, il faut faire attention à que l'entraînement soit complet. Donc, comment fait-on pour développer le koach haratzon, pour avoir un mental de fer, un mental puissant? Et quand je dis un mental puissant, il faut faire attention. Pas rigide. Parce qu'il y en a qui pensent que savoir dire non est appelé un mental puissant. Non, ça peut être rigide. Parce qu'en fin de compte, le non n'est pas une victoire. Ok?
À part quand je dois maigrir et de ne pas manger. Et le non est une victoire. Mais sinon, le non, c'est pas une victoire. C'est le régime derrière qui est une victoire. Mais le non en lui-même, c'est pas une victoire. Donc si maintenant, ma force de ma volonté, c'est quoi? C'est de dire, je ne fais pas, ou je n'avance pas, ou je reste tel que je suis. Donc c'est pas une victoire, c'est juste une rigidité. Si maintenant la force de ma volonté est quoi? Et de ne pas savoir transmettre mon message. Donc là aussi, j'ai pas su être flexible, j'ai pas su être souple, j'ai pas su m'adapter. Donc en fin de compte, c'est pas non plus Koach HaRatzon. Koach HaRatzon, c'est quoi? La force de faire, la force de vouloir. La force de vouloir. Mais le but de la force de vouloir, c'est d'atteindre un objectif. Donc, comment on améliore, on renforce la force de notre volonté? À travers la discipline, dans quoi? À travers la pratique, dans quoi? À travers la pratique d'obtenir des victoires. Donc, en gros, quand je mets une discipline en place, il faut faire très attention que la discipline a un objectif et que je dois faire très attention que même si l'objectif il est petit, je dois obtenir l'objectif. Et bien évidemment, ça peut nous apparenter à quoi? À ce qu'on appelle l'expérience. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire qu'un commercial, un grand commercial, il va savoir plus persuader la personne en face que quelqu'un qui vient de démarrer? C'est quoi? Mais bravo, c'est l'expérience. Mais l'expérience de quoi? C'est la pratique. Mais la pratique de quoi? La réponse, non. Oui. Mais non, pas la réponse. Pardon, pas la réponse client. La réponse client manque le dernier élément. L'expérience de la vente. Parce que si je suis commercial depuis 30 ans, mais je ne fais pas de vente, j'arrive pas à conclure les ventes, en fin de compte, je n'ai pas d'expérience. J'ai des expériences de réponse client. Mais je ne suis pas allé jusqu'au bout et la finalité de ce que j'avais à faire. Comme je ne suis pas arrivé au bout de ce que j'avais à faire, donc mon expérience, elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire mon expérience réponse client, mon expérience d'échange humain. Mais tu es un commercial, donc ton expérience, elle doit se faire sur quoi? Sur la vente. Donc si maintenant ça fait 20 ans, mais pour des termes d'homme, tu n'es pas déjà dans une belle voiture, quand je dis belle voiture, c'est que tu ne gagnes pas déjà beaucoup d'argent, entre guillemets, 20 ans, 30 ans, quand je dis beaucoup, à toute proportion gardée. Donc en fin de compte, tu n'as pas d'expérience. Ton expérience, elle est juste d'avoir planté tous les mois, tous les jours, dans le même travail. C'est pas ça ton expérience. Donc en fin de compte, un commercial, son objectif, c'est de vendre. Donc si j'ai passé 20 ans à avoir plein de clients, c'est tous venus mes amis, mais ce n'est pas mes clients. Donc en fin de compte, mon expérience, elle est sur la relation humaine. Donc peut-être tu peux faire rabbin, mais ton expérience, elle est sur l'expérience humaine, elle n'est pas sur la vente. La vente est égale faire. Ok. Au passage, c'est ce qu'on a peut-être reproché quelque part à Noach. Noach, il a transmis le message d'Hachem. Il a dit il a mis 120 ans pour construire la Teva. Il a dit que Hachem va détruire le monde, nanana, mais au final, il a fait tchouva à personne. Donc il s'est stoppé au milieu de l'objectif qui est bien évidemment la victoire. Parce qu'un objectif est une victoire à atteindre. Donc si maintenant, et donc cela veut dire que de là on peut apprendre plein de choses et après vous allez voir le rapport avec le Mahamar. Donc cela veut dire que nous, ce qu'on doit faire avec nos enfants, être assez pédagogique pour leur faire donner le goût de la victoire. Parce qu'en fin de compte, lorsqu'on va leur donner le goût de la victoire, on va leur donner l'expérience qu'ils peuvent réussir. Ou pas seulement qu'ils peuvent réussir, c'est des gens qui sont mutzlachim. Mutzlachim, c'est des gens qui réussissent. Ok? Et donc, le goût de la victoire, c'est quoi? En fin de compte, comme les prédateurs, ils apprennent le goût du gibier très jeune, nous, on va apprendre à nos enfants le goût de la victoire très jeune. Ça veut dire quoi? En fin de compte, on va super applaudir quand il s'est levé tôt le matin. On va en faire une fête. Pourquoi? Je veux qu'il ait la sensation de la victoire. Et il a réussi à étudier, à avoir une bonne note. Je fais une fête. Pourquoi je fais une fête? Je veux qu'il ait le goût de la victoire. Et si après je dois en faire plusieurs fêtes, amen que je fasse plusieurs fêtes. Et amen que même dans les petits détails, ou bien tout simplement dans les jeux, je lui montre, nanana. Et même si après je dois augmenter la difficulté du jeu, en fin de compte, en tout cas, pour développer, c'est quoi développer le Koach HaRatzon? Développer le Koach HaRatzon veut dire développer la force
la volonté. Mais comme la volonté, c'est quoi la volonté de quelque chose? Donc développer la capacité à obtenir ce que ma volonté veut. Donc la seule manière de renforcer le koach haratzon, la force de la volonté, c'est lorsqu'on s'habitue à obtenir une victoire. Et donc, parmi les grandes erreurs que les gens y font, c'est quand ils se mettent des grands objectifs inatteignables et ils s'épuisent. C'est ce que j'allais vous dire. J'allais vous dire que même pour les enfants, les études dans ce contexte-là, ça peut aussi, quand ils grandissent, être pas un handicap, mais ça peut les déranger pour plein de choses, parce qu'ils sont toujours en compétition non pas avec les autres, mais avec eux-mêmes déjà. C'est vrai que les seuls qui ne sont en compétition avec personne, c'est les gibiers. Ils ont l'herbe partout. Dès lors qu'on passe au niveau supérieur dans la chaîne alimentaire, on doit être en compétition. Mais c'est plus simple d'être en compétition avec soi-même que d'être en compétition avec les autres. C'est pour ça, bravo, et c'est pour cela que la première chose qu'on va étudier, c'est que le premier. Oui, c'est tellement que ça leur permet d'avoir une confiance en eux aussi avec les autres. Et t'es toujours à se refaire quelque chose, mais ça peut aussi t'épuiser et te rendre malade. C'est pour ça que. Non, c'est pour ça que ce que vous dites, vous avez raison. Mais c'est pour ça que Madame a très bien dit. De toute façon, c'est le début du mamar qu'on a fait. La première compétition, c'est avec nous-mêmes. Et en fin de compte, il faut apprendre, il faut s'apprendre à soi-même que la première personne sur qui je dois travailler, c'est moi-même. Ok? Et c'est pour cela que des fois, très souvent, on tombe sur des gens que, en fin de compte, ils sont un peu épuisés, ils sont un peu démoralisés, ils ont plein de choses. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ou bien ils ont des objectifs trop élevés, ou bien parce qu'ils ont oublié que le but d'un objectif, c'est aussi de le réussir. Et donc, en fin de compte, ils ont plein d'objectifs qui ne réussissent pas. Et en fin de compte, tous les objectifs qui ne réussissent pas les épuisent, ils n'ont pas le temps de terminer. Donc, en fin de compte, il y a un mélange savant. Oui, donc un mélange. Alors, oui. L'objectif, on l'augmente de plus en plus, plus on réussit. Oui. Alors, bravo. Donc, un mélange savant entre aller plus loin de ce que j'ai l'habitude de faire et pas trop loin pour que, jusqu'à que je m'habitue à faire quoi? Au bitachon, à la confiance que je peux obtenir et je sais obtenir, je sais travailler, je peux obtenir des choses très importantes et encore plus importantes. Et si Dieu préserve un jour, j'ai un échec, de toute manière, toute personne qui a réussi, elle est passée par un échec. Donc, il faut lui... C'est pour ça qu'à l'inverse, il faut dire aussi aux enfants que la difficulté est enrichissante et que l'échec est enrichissant. Parce que ça n'empêche pas. C'est ces échecs-là où, en fin de compte, j'ai pas réussi tout de suite. Ces échecs-là font partie de l'échelle vers la victoire. Donc, en fin de compte, il faut lui rappeler. Mais tu te rappelles quand tu avais réussi ça? Tu avais eu des échecs sur ça. Tu te rappelles quand Donc, en fin de compte, on le concentre sur le koach haratzon, on le concentre sur la victoire. Hein? Le problème, c'est que si vous faites un objectif sur 4 ans, c'est dommage, parce que pendant les 4 ans, on peut se ramollir et... Donc, en fin de compte, non. Donc, en fin de compte, il faut un mélange savant, je pense. Il faut un mélange savant entre la possibilité de réussir, la possibilité de fêter la victoire, la réussite à court terme, un objectif assez intéressant, le combat qui est intéressant, etc., etc. Les personnes qui veulent améliorer leur santé, les personnes qui veulent améliorer leur vie, ce qu'ils mangent, etc., etc. Et ben, en fin de compte, ils vont tout le temps se retomber sur un des problèmes qui est mon objectif est trop important. Et en fin de compte, le temps que j'y arrive, je vais déjà perdre le goût à la guerre, le goût au travail. Donc en vérité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fêter les victoires. Donc maintenant, si je dû faire attention à ma santé de cette manière-là, donc je vais fêter cette victoire. J'ai fait, et petit à petit, fêter les victoires, jusqu'à tel point qu'en fin de compte, ma balance, mon koach haratzon, elle aura tellement développé qu'en fin de compte, même après, avant je savais, je vous donne un exemple, les enfants, c'est trop rigolo, leur notion du temps. Attends-moi 5 minutes ici. 5 minutes ici. Au bout d'1 minute, papa, tu m'as dit que tu allais revenir. Et en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ils n'arrivent pas encore à se projeter. Donc en fin de compte, le corps, tous les éléments qu'on va travailler en amont, en fin de compte, vont nous permettre de pouvoir nous développer, voir plus loin, avoir des objectifs sur 6 mois, sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans, et on saura tout le temps faire le travail sur cette année.
Ok? Alors maintenant, pourquoi je vous dis tout ça? Pourquoi je vous dis tout ça? En fin de compte, la semaine dernière, on avait commencé à étudier un Mahamar, qu'on va reprendre une partie en tout cas. Et dans ce Mahamar-là, le Rabbi il nous donne, hein? En fin de compte, là, il y a 2 semaines. Razak. Et donc, oui, j'ai annulé, on a l'Echaim, Bao Chatan Elohim, on a comme ça, quand il y a mis. Et donc, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Le Rabbi a démarré à travailler, va nous proposer, va nous apprendre, en fin de compte, comment faire une guerre, comment gagner une guerre sans combattre. Comment gagner une guerre sans combattre. En fin de compte, le Mahamar que vous avez devant vous, le Rabbi l'a démarré avec la phrase qui est Pada Beshalom Nashi. Et la phrase Pada Beshalom Nashi, c'est une phrase que David Ameler, il a dit quand il y a eu la guerre avec son fils, quand Avshalom, son fils, a voulu lui prendre son trône. Donc c'est une vraie guerre. David Ameler, il a dû s'enfuir devant son fils. Donc il avait récupéré tous les généraux, l'armée, nanana. Et donc il a été un vagabond. David Ameler, le roi, il a été un vagabond. Bon, au final, il a récupéré son trône sans mener aucune guerre. À ce moment-là, il a dit le Teilim, Pada Beshalom Nafshi Mikerav Li. Donc j'ai été libéré Beshalom, donc on a gagné Beshalom en paix, Mikerav du combat que j'avais. Donc en fin de compte, c'est antinomique. Tu fais un combat, donc un combat c'est chaud. Donc tu fais un combat, mais en fin de compte, tu as gagné Beshalom. Alors il est où le combat? Donc d'un côté, tu es obligé d'avoir un... Donc on va essayer de trouver la bonne formule. D'un côté, tu es obligé d'avoir un krav. Un krav, c'est un combat. Donc la proximité. C'est pour ça que krav, ça vient du langage karov, proche. Donc d'un côté, tu es obligé d'avoir le krav, le combat rapproché. Mais mon objectif dans ce combat rapproché est de gagner sans combattre. Waouh, comment tu fais ça? Ok? Oui, mais même les combats psychologiques, ils peuvent épuiser. L'argumentation épuise, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc en fin de compte, tout est appelé un combat. Donc en fin de compte, je veux gagner mes combats sans avoir à me battre. Alors bien évidemment, c'est quasiment impossible. Il faut se battre. La question, elle est où je me bats? Sur quel curseur je me bats? Quel est mon niveau de combat? À quel endroit je combats? Ok? Donc ça, c'est toute la question. Donc, en fin de compte, le Rabbi nous dit, donc, comment on va comprendre cette phrase-là? Et au passage, c'est le chant Pada Beshalom Nashi que vous avez dû sûrement entendre, est devenu l'hymne national du mouvement Chabad. Je rigole un peu dans l'hymne national. En tout cas, l'hymne de Yutet Kislev. Vous savez, vous avez un bouton sur le côté pour enlever le bruit. Alors, donc l'hymne de Yutet Kislev. Yutet Kislev, c'est le Rosh Hashanah de la Chassidout. Ok, le Rosh Hashanah de la Chassidout. Et ce chant-là, Pada Beshalom Nafshi, j'ai été libéré en paix, et ben c'est devenu l'hymne et la notion même, on va dire, presque la notion, un des structures, une des colonnes vertébrales de la Chassidout Chabad. Comment gagner les victoires sans rentrer en bataille. Ok? Alors, maintenant, on fait un petit résumé. Donc, la dernière fois, on avait fait la formule de la guerre. Qui se rappelle de la formule de la guerre? Vous l'aviez écrit normalement. Puisqu'il y a un tableau, on va essayer de réexpliquer. On prend des tableaux la prochaine fois. La formule de la guerre. Vous apprennent pas ça chez les avocats, ils vous apprennent pas ça. La formule de la guerre. Mais en défense, c'est l'attaque. Non, ça c'est la formule de la victoire. La formule de la guerre. Alors, formule de la guerre, vous ne vous rappelez pas? Non. Très bien.
Alors, on a expliqué la chose suivante. Écoutez bien, c'est une formule très simple. La guerre est égale confrontation. Confrontation est égale considération. La considération prouve mes limites. Dès que je considère quelque chose, ça me limite. La considération de la chose devient ma limite. J'étais pas là. C'est pour ça que des fois, ceux qui sont un peu les voyous de France, ok, en fin de compte, des fois, on n'a pas envie de commencer avec eux. Pourquoi? Ils ont rien à perdre. Donc en fin de compte, voilà, il n'y a pas de considération. Donc dans la bêtise, ils n'ont pas de limite. Parce qu'ils n'ont rien à perdre, entre guillemets. Alors c'est pas vrai, il y a tout le temps à perdre. Sauf qu'on n'a pas le temps d'aller chercher ce qu'ils ont à perdre. Okay, mais il y a tout le temps à perdre. Donc, cela veut dire, je répète la formule. Donc, en fin de compte, dès lors que je considère quelque chose, la chose que je considère mais importante, cette importance-là qui est liée avec la considération, devient de facto ma limite. Une phrase similaire qu'on a déjà travaillé ici au travail, une personne qui ne prend pas de place a de la place partout. Une personne qui ne prend pas de place a de la place partout. Alors c'est quoi prendre de la place? Vous avez des fois des gens qui viennent dans une choule et qu'ils aiment bien qu'on les reçoive de cette manière-là, qu'ils aiment bien comme ça, qu'ils aiment bien comme ça. Et en fin de compte, j'ai l'habitude dormir. Et en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Il est bien nulle part. Parce qu'à chaque fois, il prend trop de place. Et des fois, on ne va pas pouvoir le satisfaire. Okay? Parce qu'il prend trop de place. Ça lui prend trop de place. Il veut une place. Mais vous prenez quelqu'un comme ça, il est bien pour tout. Tout lui va. Donc, en fin de compte, quelque chose, il n'est pas attaché à toutes ces contingences matérielles. Donc, en fin de compte, il est bien partout. Il a de la place partout. OK? Les Tunisiens. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, non, ça va. Je ne veux pas réveiller votre fibre patriotique. Alors, donc qu'est-ce qui se passe? C'était juste comme ça, je l'ai fait glisser comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez compris ou pas? Donc, en fin de compte, cela veut dire, dès lors, je me rappelle quand j'étais en Shlichut, à l'époque à Eilat, un des fils du Rav de Eilat, c'était un enfant, Baruch Hashem, et turbulent, et aucune limite. Pas méchant, quand je dis aucune limite, c'est pas trop de considération. Il était Baruch Hashem, quand il était fatigué, là où il était, il s'endormait. Une fois, il s'est endormi sur les escaliers. Un pied par là, un truc là. Il était bien, je trouve. Bien. Pourquoi? Je n'ai pas besoin d'avoir un lit. Il y a des enfants qui sont besoin d'avoir le lit, le truc, le chose. Et en fin de compte, ils sont complets. Ils sont compliqués. Voilà, c'est partie de ces considérations. Il y en a d'autres que ce n'est pas ça leur considération. Et donc, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Ils peuvent dormir partout. Ils sont bien partout. Ils parlent avec tout le monde. Même s'ils ne connaissent pas des amis, en fin de compte, ils vont s'en faire. Et tout, etc. Donc, en vérité, j'ai de la place partout où je vais. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, quand je considère quelque chose, la chose que je considère devient mes limites. Alors, bien évidemment, il faut considérer des choses, mais il faut aussi faire le choix de ces considérations. Si ma considération est mon confort matériel, en fin de compte, tu auras du mal de t'adapter dans plein de domaines. Si par contre ta considération, c'est les relations humaines, donc là, tu as un peu plus de place parce que les relations humaines, c'est beaucoup plus facile. Si après, au-delà de cela, tu peux avoir des considérations encore plus légères, comme quoi, moi, mon seul objectif, c'est de m'attacher à Hachem. Donc en vérité, dans tout là où je vais, je peux m'attacher à Hachem, etc. Donc en fin de compte, le choix des considérations que nous avons fait partie des choix intelligents de la vie. Ok? Pas en tout cas, mais quoi qu'il arrive. Si tu prends des choix, des considérations petites, tu deviens petit. C'est tes choix de considération, ce sont des choix élevés. Tu deviens élevé. Des grands choix, tu deviens grand. Si par contre c'est des petits choix, en fin de compte, comme on sait ce que le Tanya nous a dit, qu'en vérité l'enfant,
comme il a un cerveau petit, quand je dis petit, c'est il est petit encore, donc il s'attache à des choses petites. Il va pleurer pour des choses petites. Il va être bousculé par des choses petites. En fin de compte, pourquoi? Parce que ça devient son espace, comme j'ai l'habitude de dire, les bonbons et les jouets d'un enfant sont sa parnassa. Les plus grands se battent aussi pour leur parnassa. Sauf que leur parnassa, elle peut... Donc en fin de compte, quoi qu'il arrive, donc, dès lors que tu considères quelque chose, ce quelque chose devient source d'angoisse ou source de bien-être ou source d'autre chose. En tout cas, tout va dépendre de tes considérations. Donc la petite, donc en tout cas, mais quoi qu'il arrive, ce qu'il faut se rappeler pour cette formule, considération est égale limitation. On reprend la formule. Je vais voir s'il y a des feutres en bas. Je vais voir si on peut écrire ici la formule, mais vous l'avez tous en tête. On reprend la formule. C'est quoi la formule? Une guerre est égale confrontée. Parce que si je ne me confronte pas, il n'y a pas de guerre. Donc, guerre, la vraie terme de guerre, est égale à confrontation. Maintenant, avec qui tu te confrontes? Avec quelqu'un que tu considères comme ton ennemi. Que tu considères qu'il t'empêche de t'avancer. Dès lors que tu as considéré qu'il t'empêche d'avancer, donc toi, tu penses légitime de te battre contre. Ok? Et donc, mais tu oublies que cette considération qui t'empêche de t'avancer est la limite de ton esprit. Parce que si en vérité, tu voyais à l'intérieur de ces dires, tu pouvais déceler le tremplin. Il n'est plus source de guerre, il est source d'élévation. Mais comme tu as mal su percevoir qu'est-ce que est cette chose-là devient, donc tu considères qu'il va te déranger dans ce domaine-là ou dans ce domaine-là, eh bien, il devient ta limite puisque tu es obligé d'entrer en guerre. Et donc, en vérité, dans toutes les guerres qui existent, il y a toujours deux perdants. Ça n'existe pas de guerre où il y a deux gagnants. Toutes les guerres, il y a perdants. Dans les guerres physiques, tu perds des hommes, tu perds de l'argent, tu perds des choses. Et même si maintenant tu vas gagner le trésor de guerre de l'autre, ok, mais tu as perdu des hommes. Tu dois gérer tout ça à la maison. Très bien. Il n'y a pas ça. Et même dans la guerre personnelle, tu vas perdre du temps. Tu vas perdre de l'énergie. Tu vas perdre de l'énergie. Et le pire du pire, tu vas te limiter. Au lieu de t'agrandir, la guerre va provoquer, va asseoir ta limite. C'est pas mal ce qu'on apprend ici, non? Donc, aucune guerre n'est nécessaire. Surtout, toutes les guerres sont inutiles aujourd'hui. Comment? Non. Ici, c'est plus une défense. Ça s'appelle pas une guerre. Plus une défense. Et en fin de compte, donc c'est ça ce Koach HaRatzon que tu vas développer. Donc en fin de compte, quand tu vas dire à ton enfant, dès qu'il est petit, tu vas lui dire, Hachem il est avec toi, et donc tu vas le faire réussir une victoire, et dans la victoire tu vas associer le nom d'Hachem, et bien en fin de compte, dans cette victoire-là, ça va lui renforcer sa imuna, son bitachon. Deuxième étape, tu vas réassocier. Troisième étape, tu vas réassocier. À la fin, tu vas sortir avec un enfant qui c'est un bulldozer. C'est un bulldozer. Mais pour cela, il faut réussir à associer constamment. Donc en vérité, maintenant, ce qui est important pour revenir sur notre histoire là de considération, ce qui est important, c'est la formule. Cette formule-là, c'est une formule magique. Parce qu'en vérité, toute guerre est liée toute guerre est égale confrontation. La confrontation émane de la considération de l'autre. La considération de l'autre prouve qu'il est ma limite. Qu'est-ce qu'ils font dans on va pas appeler ça les biens ou les pas biens, parce que c'est peut-être la loi du marché. Mais comment ils font les grands lorsqu'ils ont un petit concurrent qui arrive? Shalom Aleichem, combien vous voulez? Et on vous rachète. Fini l'histoire.
Donc, deux concurrents, il est devenu mon allié. Bien évidemment, c'est très compliqué quand tu es le petit qui veut faire une place, que l'autre il va venir et va te racheter. Après, c'est demande garde, va que tout le monde se fasse racheter. Mais l'idée, elle est qu'en vérité, ou bien je fais de la guerre. Par contre, imagine maintenant le grand, il rentre en combat avec le petit, mais le petit, il a tout à gagner. Et la publicité, et le truc, et la chose. Vous avez vu, nous, on est des gens simples, on vient, on fait fabriquer nos produits en France, et on a le big boss qui arrive, et qui va nous faire, etc., etc. Donc, quoi qu'il arrive à gagner. L'autre intelligent, il fait quoi? Mais non, vous n'êtes pas un concurrent. On va travailler avec vous, on va même vous racheter, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire que la confrontation émane directement de la considération, que la considération veut dire qu'il est ma limite. Mais si maintenant, moi, je vais me débrouiller de régler le problème d'une autre manière, de limite, il devient un tremplin. Ok? Donc vraiment, si on se rappelle par cœur, et ça devient pour nous une zone rouge à ne pas rentrer dans cette zone-là, ok? Une zone de danger. Guerre est égale confrontation, confrontation est égale considération de l'ennemi, considération de l'opposant. Dès lors que je le considère, il prouve de facto que c'est la limite jusqu'à où je ne peux pas aller plus loin. Clair? Donc déjà, David Ameller, c'est sûr que ce n'était pas ça à ce cas-là. Parce que lui, il a dit, mais pas d'Abéchalom. J'ai été libéré Béchalom. On est d'accord? Alors, viens, le rabbi l'explique. Alors, c'est quoi la solution du shalom? Alors, on va passer directement au terme technique parce qu'il est trop magnifique. Si je refais tout dans le texte, on va mettre 18 heures et vous allez vous épuiser. Alors, une seconde. Page 136. J'ai trop envie de trouver un stylo et de vous l'écrire, la formule. Ça me démange depuis tout à l'heure. Alors, on y va. Aval, ofen, abet. Donc, le premier ofen, la première manière, c'est bien d'avoir bien clair. La première manière, c'est celle-là. Donc, en vérité, même quand je combats mon Yetzer Hara, si je rentre, un exemple, parce que tout à l'heure, vous avez dit une guerre psychologique, même quand je rentre en négociation, la négociation est aussi une guerre. C'est-à-dire, vous imaginez ce qu'on est en train de dire? Ça veut dire que même quand vous négociez, la négociation est égale confrontation et vous ne négociez qu'avec des gens que vous pensez assez capables d'émettre une opposition à vous. Donc, si vous les considérez capables de s'opposer à vous, veut dire que vous avez prouvé votre limite. Donc, encore une fois, donc on pourrait rajouter pour être encore pour actualiser négociation. Négociation. Ok? Aller négocier veut dire que tu considères la position de l'autre. Si tu ne considères pas la position de l'autre, tu ne négocies pas. You know. Donc en fin de compte, et donc de la même manière avec notre Yetzer Hara, dès lors que je m'inscris dans une position de négoce, en négociant, il y a une argumentation, il y a un échange. Dans l'échange, il va dire ce qu'il a à dire. Et même si je gagne maintenant, eh ben, en fin de compte, il va se relever 2 semaines plus tard, 1 mois plus tard, et il va revenir avec un nouvel argument. Donc en fin de compte, même la négociation verbale est une confrontation. Cette confrontation provient de la considération. La considération est égale à ma limite. Donc, il faut s'inscrire dans une approche, et donc le terme approche, donc dans une confrontation, donc dans une proximité, pas confrontation, dans une proximité, et cette attitude ou cette approche, elle nous amène à la victoire sans passer par la case confrontation. On y va maintenant. Maintenant, on passe à la deuxième étape, donc celle qui n'est pas dans la confrontation. Alors, on fait la bête. La deuxième manière, c'est quoi? Alors, on va aller doucement dans les mots parce que les mots, ils sont magnifiques. Hu ha'avoda shebederech menucha. C'est tout le travail qui est fait d'une manière de menucha, de repos. C'est-à-dire, chez
Enlo milchama klal im ara. Je n'ai pas de guerre, je ne mène pas de guerre avec le mal. Je ne mène pas de guerre avec le mal, ni avec le Yetzer Hara, ni avec toute forme d'opposition à ce que je dois faire. Les mots, ils sont magnifiques. Regardez bien. Alors, comment je fais? Comment je vais gagner? Comment je vais être victorieux sans guerre? Parce qu'en vérité, tu vas utiliser ce que le rabbi va rajouter en très grand. Tu vas faire que ça. Tu vas faire que ça. Tu vas agrandir la puissance de la lumière. Donc, en fin de compte, ton travail, il va se concentrer sur quoi? Sur augmenter le câble énergétique, augmenter les watts, augmenter tout ce que tu as besoin d'augmenter pour que la lumière elle soit tellement éblouissante que l'ennemi, même lui, il va vouloir se diriger vers la lumière. Sauf que toi, comme tu le considères, et encore une fois, considération égale limite, même à ta lumière, tu limites. Pourquoi tu limites ta lumière? Parce que je ne dois pas en mettre trop, donc tu le considères, etc. Là, ici, le rabbi dit non, tu deviens j'utilise souvent ce terme-là, parce que je ne connais pas le terme, la définition clinique, mais je pense que c'est le terme qui se le joint le plus. C'est quoi? Tu deviens un autiste de la lumière. Non, mais on est toujours dans le mouvement de la persuasion. Non, parce que persuasion est égale négociation. L'autre, je ne le regarde pas moi. Moi, je m'occupe. Pas de moi, je m'occupe de la lumière. Je suis un serviteur de la lumière. Je m'occupe de la lumière, je m'entraîne à la lumière, je rajoute des prises partout, je rajoute des spots partout, je fais que d'illuminer. Mon job, c'est allumer. C'est allumer. Rajouter de la lumière partout. Alors, donc, quand je rajoute de la lumière, alors il y a la première étape de la lumière qui est quand c'est obscur, mais rajouter de la lumière, c'est même là où il y a déjà de la lumière. Sauf que quand il y en aura plus, ça va éclairer encore plus. Comme il y en aura plus, ça va éclairer encore plus. Comme il y en aura à tel point qu'il n'y aura pas d'opposition. Ben forcément, ça va aveugler tout le monde. Ils n'ont plus la possibilité de s'opposer. Ok? Mais quand vous dites aveugler, pourquoi on aime tous aller au soleil? La lumière est apaisante, la lumière est bénéfique. Quand tu négocies, tu t'inscris dans l'obscurité aussi. Donc là, on passe à un autre level. On fait que bosser. Alors maintenant, c'est pour ça que moi je vous ai dit tout au début du shiur, comment on fait pour développer ce que le rabbi va utiliser, le koach haratzon, la force, la volonté. En fin de compte, il y a un travail continu à rajouter sur ton job à toi. J'ai rajouté de la lumière. Maintenant, on va voir la définition dans quoi on doit rajouter. On va voir ça tout de suite. Clair? Alors regardez bien. Donc, she'en milchama klal im hara. Je n'ai pas de combat avec le mal. Veu ha'avoda deve'asetov. Et c'est le mouvement, c'est la politique. On va appeler ça la politique de Va'asetov, fait du bien. C'est-à-dire, non, mais vous savez, moi, je ne suis pas très pratiquant, très religieux. Ok. Vas-y, je t'aime, mets les filines. Non, mais j'ai pas l'habitude. Je t'aime, mets les filines. Non, mais je t'aime et tu l'enlaces. Ah, regarde. Et pendant qu'il te dit que je suis pas pratiquant, tu lui enlèves sa veste et tu le remontres ses jambes et ses manches. Et le gars, il continue à te dire, je suis pas pratiquant. Et à la fin, tu t'arrives et tu fais, Baruch, Ata, Hashem, Elokeinu, Melech Haolam, Hashem, mais comment? Parce que lui, il faisait que négocier. Mais toi, tu n'as même pas écouté ce qu'il dit. C'est un Yehudi. Il a envie de mettre les filines. Et tu lui mets les filines. Et à la fin, il te remercie. Et je n'ai pas compris. Au début, il ne voulait pas. Parce que je ne suis pas rentré en négociation avec lui pour savoir s'il voulait pas ou pas. Parce qu'il veut. Sauf que, comme il était obscur, il était poussiéreux, donc j'ai fait mon travail de amener du vent, de la simcha, des choses. Et cette simcha-là, elle va automatiquement
automatiquement mettre en orbite sa négativité. Ok? Regardez bien. Veu, c'est des mots vraiment très très forts. Veu avodat ve'asetov. C'est le travail dans le cave, dans le mouvement de va'asetov, faire du bien. Donc c'est le mouvement de va'asetov, c'est un mouvement très général, mais le mouvement de va'asetov, c'est la lumière, le bien. Pour vous donner une petite idée, il y a le terme en vérité, c'est surmera va'asetov. Éloigne-toi du mal et fais du bien. Dans les deux cas, c'est faire du bien. Quand je m'éloigne du mal, je fais du bien. Et quand je fais du bien, je m'éloigne du mal. Mais c'est plus subtil. En fin de compte, dans éloigne-toi du mal, le mal reste un point de repère. Donc même la lumière que tu vas amener, c'est une lumière qui aura la limite du point de repère. Là, le rabbi dit, mais non, stop, arrête. Assez, tov. Alors maintenant, des versets, Aïnou, chez Avodato. Donc tout mon job à moi, ma puissance de feu, je la mets dans quoi? Beribouille or. Dans l'augmentation, ribouille c'est arbé beaucoup. Dans l'augmentation, dans la multiplication, dans le rajout de quoi? Or, de la lumière. Des be'avodazo, que dans ce travail-là, dans cette politique de travail, vraiment, si même vous voulez souligner, entourer en rouge, faire ce que vous voulez, faites-le et vous gardez la feuille avec vous. El metziut le'ara. Le mal, il n'est même plus un repère. Ah bon? Quoi? Tu voulais pas mettre les films? Je suis vraiment désolé. J'ai pas entendu. Je m'occupais à trouver ton bouton de ton manche parce que j'arrivais pas à ouvrir ton bouton de manchette. Je t'ai pas écouté. C'est-à-dire quoi? Je t'ai pas écouté. C'est pour ça que j'ai utilisé le terme autiste. En metziut le'ara. Tu voulais pas mettre tes films? Fallait me le dire. Mais depuis tout à l'heure, je te crie dessus. Je suis désolé, je crois que tu parlais à quelqu'un d'autre. Tellement dans ma vie à moi, tellement dans mon idée à moi, un Yehudi veut mettre les tefilines. Donc tellement j'ai étudié les sikhot du rabbi, tellement j'ai pensé à ça, tellement j'ai médité, que pour moi, quand je vois un juif, je vois un tefilin. Ok? Liyot she'eino noten makom le'ara. Ça c'est une psychanalyse, une psychologie, ça c'est le médicament de tous les problèmes de la vie entière. Je ne donne pas de place à tout ce qui est négatif. Donc dans la négociation, je donne la place ou pas? Dans la négociation, je donne la place. Dans l'argumentation, je donne la place, bien sûr. Dans la négociation, l'aller-retour, le truc, la considération, je donne la place. Et là, je donne pas de place. Alors ici, attention. C'est un terme en yiddish, mais on n'est pas ici dans le déni. Le déni veut dire que je fais un travail sur moi, un peu de psychologique pour faire comme si que ça n'existait pas. Donc parce que même dans le déni, il y a un repère du mal. Ce repère-là, je ne sais pas si c'est vraiment le terme médical, mais ce repère-là, il est tellement, j'ai eu un séquette dessus, que je l'ai enfoui très loin. Mais c'est un repère, quoi qu'il arrive, le déni. Là, ici, il n'y a pas de déni parce qu'il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de choses. Si un Yehudi veut mettre les filines, il veut faire Shabbat, sauf qu'il ne sait pas encore comment on peut faire pour fermer le magasin et quand même gagner sa parnassa, mais il veut faire Shabbat. Il veut. Comme on a expliqué, parce qu'en vérité, et la kavana, et pas comme on a dit avant qu'il faut il est attaché avec le mal. Non, et la kavana, donc en vérité, sa manière de travail, elle n'est pas dans la négociation, elle n'est pas dans l'intelligence, elle n'est pas dans l'argumentation, elle n'est pas dans tout ça. Parce que tout cela est une preuve de considération. Il est en masse, en matin, il est en négociation. Ki'im. Alors, c'est un peu yiddish, mais bon, je sais que vous parlez couramment le yiddish, donc ça, c'est pas vrai. Alors, Ki'im, Azergate. Gate, ça veut dire il va. Azergate, mit atokef.
il avance avec force. Vous voyez, des fois, j'ai donné une fois l'exemple suivant. Des fois, quand vous allez sur la place de la République, il y a tout le temps des gens, c'est un endroit où il y a beaucoup de gens, des gens qui vendent un abonnement pour les Médecins Sans Frontières, et tout, etc. Très bien. Sûrement que vous avez déjà alpagué dans ces choses-là. Très bien. Mettez-vous sur le côté, regardez qui ils vont alpaguer. Ceux qui marchent lentement. Ceux qui marchent tranquille. Tranquillou, ils marchent, ils n'ont pas un pas assuré. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de flâner. Ceux-là, c'est des clients potentiels. Mais imaginons maintenant le gars, il est comme ça. Imaginons maintenant le gars, il est comme ça. Il doit aller. Il marche vite comme ça. Vous voyez quelqu'un l'arrêter? Vous voyez quelqu'un l'arrêter? Il va se prendre une mallette dans la tête. Pourquoi il ne va pas l'arrêter? Parce qu'ici, tout de lui dit, je suis concentré sur un truc. Comme je suis concentré sur un truc. Donc en vérité, c'est ça le terme. Azergeit mitatoikev. Il avance avec... Ça va? Vous étiez trop concentré, j'ai eu peur. Alors, Azergeit mitatoikev. Il va avec tokev, avec force. Asher be'ofen. Et les mots, ils sont magnifiques. Asher be'ofen acher i efshar. D'une manière où autrement, c'est impossible. L'autrement n'existe pas. Il n'a pas de place. Autrement n'a pas sa place. Donc, la manière de ce service d'Hachem, où il ne donne pas de place du tout à Nefesh Abahamit, à l'âme animale. C'est puissant ou pas? Et regardez nous parmi nos défauts structurels, c'est qu'on passe trop de temps à négocier. On négocie avec nous, on négocie avec notre situation, on négocie avec ce qu'on a envie, de où on habite, on négocie tout le temps. On refait tout le temps notre démarche à l'envers. Bon, tu crois vraiment que je suis capable? Tu crois vraiment qu'il faut? Tu crois vraiment? Non, on négocie tout le temps. Parce qu'en fin de compte, c'est quoi le problème? Alors, liot, je ne laisse pas de place à l'âme animale et je ne discute pas avec l'âme animale. Alors maintenant, Kim ou Betokev Gadol, il est avec grande force, que d'une autre manière, c'est impossible. Ok? Et donc, dans cette manière-là, puisque tu ne donnes pas la place à l'âme animale, donc, il n'y a plus d'emprise de l'âme animale sur l'âme divine, de l'âme animale sur ton travail. Alors, je ne retrouve pas les mots tout de suite, mais pour vous donner dans un autre endroit comment il a été expliqué dans ce terme-là. Donc en fin de compte, tout le travail, est, comme on a dit, beribouille or, donc rajouter de la lumière, betokef aratzon, rajouter dans la volonté, veaoneg, et dans le plaisir de la volonté. Donc tout à l'heure, quelqu'un avait dit, parce qu'il faut aussi avoir plaisir à ce qu'on fait, donc oui, donc peut-être je dois... Donc imaginez maintenant que dans mon image, dans mon objectif à moi, je dois y inclure la force, la volonté, le plaisir d'obtention de l'état que je veux avoir plus tard. Et en fin de compte, tout ça va me remplir tellement de simcha, tellement d'envie d'obtenir cela, qu'en fin de compte, dès que quelqu'un va me dire négocie, pourquoi? Pour avoir mon bien. J'ai trop envie d'avoir ça. J'ai trop envie d'avoir ça. Bien évidemment, dès le début, je vous ai dit, si j'ai l'habitude d'avoir trop envie de choses que je n'ai pas fait de travail pour obtenir, il y a un décalage entre ce que je veux et c'est comme si, par exemple, je veux aller avec un plein d'essence à 20 euros, à 30 euros, je vais aller à Marseille. Ah non, il faut 200 euros, 150 euros. Donc, en fin de compte, tu as envie, mais tu ne donnes pas les moyens d'avoir envie. Ok, donc là, c'est encore une autre question. Ok, mais en fin de compte, mais cette technique de travail, elle commence dès le début. Elle commence dès le début. C'est ce qu'on fait avec les enfants. On leur donne des bonbons, on leur donne des trucs. Ils ont tellement envie d'obtenir ces bonbons-là, c'est qu'en fin de compte, ils ont complètement oublié tout ce qu'il y avait sur le côté.
Ok? On va terminer 2-3 mots et après je vous libère. Alors, et donc, Ve'am Shema Shetovim. Note. Ve'avodazo nikret Beshem Shalom et Shalva. Et cette avodat Hashem, elle est définie comme Shalom et Shalva. Shalom, paix, Shalva, sérénité. Je comprends plus rien. Pourquoi sérénité? Pourquoi sérénité? Mais t'es tout en train, t'es tout le temps excité. Mais parce que la sérénité, c'est quoi? C'est pas de rien vouloir. La sérénité, c'est de devoir tout le temps négocier pour obtenir le peu que j'ai envie. Mais comme je négocie pas, donc j'ai pas d'ennemis. Comme j'ai pas d'ennemis, j'ai pas de confrontation. Donc en fin de compte, qu'est-ce que je fais toute la journée? Je fais que sourire, avancer. Donc malgré que je travaille dur, parce que des fois, j'ai pas envie de sourire. Des fois, j'ai pas envie de sourire. Mais t'as pas envie de sourire parce que tu considères l'autre. Donc, tu augmentes. Ok? Mais ça, c'est un travail au quotidien. Oui, mais tout est un travail au quotidien. C'est important parce que ici, le rabbi n'a pas dit qu'on fait rien. On reste tranquille, on est en train de dormir. Parce que ribouille or, rajouter dans la lumière, c'est un travail. Il faut aller à Leroy Merlin, il faut acheter des néons, il faut acheter des rallonges, il faut payer les factures d'électricité. Ça aussi, il faut les payer. Ça veut dire quoi, il faut payer les factures d'électricité? Ça a un coût. Ça a un coût de rajouter de la lumière. C'est quoi, ça a un coût de rajouter de la lumière? Ben, ton coût, c'est les muscles ici. Tu dois faire des muscles, tu dois marcher peut-être un peu plus vite, trottinette, SIA, donc tu dois rajouter. C'est un travail de rajouter de la lumière, oui. Mais ce travail-là, c'est une politique de shalom. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, tout ce qui te provoque de l'amertume, de l'animosité, d'un ressenti, parce que ton ennemi ou ta personne qui s'oppose à toi, il vient constamment te titiller. Donc tu dois gérer avec lui. Ok? Les gens d'Israël de Sderot, c'est pas une vie qu'ils ont, parce qu'ils ont tout le temps le problème. Donc ceux de Netanya et de Tel Aviv sont tranquilles. Ok? C'est pour ça que tout coûte plus cher. C'est pour ça que là-bas ça coûte moins cher. Parce qu'en fin de compte, tout a un coût. Donc ta tranquillité a un coût. Mais ta tranquillité, le coût de la tranquillité, c'est pas un coût de tranquillité de la retraite. C'est le coût de la tranquillité. C'est quoi le coût? C'est quoi? C'est l'effort. Voilà. Donc en fin de compte, tout exige un effort. La question, il est où le curseur de l'effort? Est-ce que le curseur, c'est dans la négociation ou le curseur, il est ici? Et comme maintenant, je connais que la lumière, donc la lumière, elle est que shalom. Pas mal ou pas? Et Moi, je comprends pas, parce que par exemple, vous avez un loyer, un magasin, et le propriétaire, il veut augmenter. Et vous ne pouvez pas augmenter parce que vous n'avez pas suffisamment montré, machin, etc. Comment vous allez ajouter de la lumière là-dessus? je vous demande de répondre à madame. Moi? Vous, tout le monde. Allez-y. Parce que c'est pas évident d'ajouter la lumière. Moi, je comprends pas. Bon, là, vous parlez des relations humaines à ajouter avec un sourire, ok. Mais quand c'est du concret avec du matériel, je sais pas, je Allez-y. comprends pas. Répondez. Il faut avoir la croyance qu'on va augmenter notre chiffre d'affaires. Je comprends pas. Il faut avoir la croyance qu'on va augmenter notre chiffre d'affaires, qu'on va y arriver, qu'on va faire mieux encore. Je comprends pas. Je crois pas, je pense pas que ce soit pour ça. Mais si. Mais donc sur quoi vous devez vous inquiéter? Ou bien vous allez négocier, ou bien vous allez négocier pour ne pas qu'il augmente. Vous allez négocier pour économiser, ou bien vous allez aller acheter chez l'imprimeur des prospectus pour augmenter votre chiffre d'affaires. Donc quoi qu'il arrive, vous allez devoir. Hein? Vous avez vu le nombre de magasins qui ferment, donc augmenter le chiffre d'affaires. Ne pas confondre une politique de vie et une urgence. Avant qu'il ait fermé, il avait peut-être des étapes à faire. Donc je juge personne et on ne peut pas se permettre de juger qui que ce soit, mais en fin de compte, il y avait des étapes. Il y avait des étapes. Et dans ces étapes-là, dans son changement, dans son truc, un exemple, l'histoire du numérique. Mais on ne peut pas, parce qu'on ne peut pas jeter la faute sur personne. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive,
en travaillant sur la lumière, sur les promotions, sur trouver des meilleurs produits, trouver des meilleurs trucs, etc., bah, automatiquement, tu vas augmenter ton chiffre d'affaires. Tu vas augmenter. Ton chiffre d'affaires est égal résultat. Résultat, tu n'as pas besoin de négocier. Le temps que tu vas perdre, une fois quelqu'un m'a dit, après je vous libère, c'est sûr, une fois quelqu'un m'a dit, il laissait quelqu'un qui devait changer, il faisait beaucoup de routes avec son scooter. En tout cas, il changeait tous les 2 ans, 3 ans. Il me dit, je vais jamais négocier le prix de mon scooter ou aller voir dans d'autres magasins qui peuvent me faire moins cher, etc. Pourquoi? Le temps que je passe, des 2 semaines, 3 semaines que je passe à voir quel est le magasin il va faire le moins cher. Je vous répète, le scooter parce que c'est ce qu'il m'a dit. Ok, je pourrais pu faire 3-4 clients. Donc la négociation des 200 ou 300 euros que j'ai économisés, en vérité, elles me font perdre les 2000, 3000 euros que j'aurais pu gagner en allant voir plusieurs clients. Donc en fin de compte, le travail, il est obligatoire. La question, il est où le point de travail? Est-ce qu'il est dans le rajouter de la lumière ou il est dans la négociation avec l'obscurité? Ce que j'allais vous dire là-dessus, c'est que peut-être qu'il ne négocie pas pour pas faire ces 2-3 clients, mais peut-être les 2-3 clients, parce que ça correspond exactement à la négociation qu'il aurait pu avoir. Alors, vite. Et à la fin, finalement, il va quand même perdre. Parce qu'une fois qu'il a baissé le truc, il peut continuer à avoir des clients. Une seconde. Je vous libère. Chazak ou Baruch. Je vous libère. Chazak.